Ok, merci. Amis auditeurs de The Mind Radio, bonjour, enfin bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juillet 2024. On reprend notre émission parce que la dernière fois, on a eu des soucis techniques qui ont fait que plusieurs n'ont pas pu suivre ou participer à l'émission. Donc, vous êtes sur The Mind Radio et tous les premiers dimanches du mois, nous venons faire le point de l'actualité du mois précédent et nous échangeons sur ces sujets-là. Mais parfois, nous invitons un invité sur un thème d'actualité pour vous instruire davantage sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, pour le mois de juin, nous allons vous dire les points qui ont marqué l'actualité en juin. Et ensuite, à partir de 19 heures, notre invité va nous rejoindre. C'est Monsieur Éric Aimé Sémian, président de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Il est aussi expert international en droits de l'homme et politiste. Voilà. Donc, il va nous rejoindre à 19 heures. Nous allons donc commencer avec les points de l'actualité. Donc, au mois de mai, le 2 juin, ont pris fin les obsèques de l'ancien président de la République, M. Henri Konan Bédié, qui est décédé le 1er août 2023. Et compte tenu de l'actualité, ces obsèques ont été organisées à partir du 19 mai jusqu'au 2 juin. Donc, il a été enterré dans son village à Pressou, à Gaoukro. Vraiment que la terre lui soit légère et que le Seigneur vraiment réconforte toute sa famille, particulièrement sa veuve et tous ses proches. Voilà. Après le 2 juin, nous avons eu le 18 juin un discours du président de la République, discours qu'il a fait pour s'adresser à la nation afin de lui faire l'état de la nation, et ce discours a déçu plus d'un, donc nous n'allons pas nous attarder dessus. Ça a été un discours d'autosatisfaction totale alors que les Ivoiriens attendaient des annonces sur la cherté de la vie, sur les élections, sur beaucoup d'autres thématiques qui les préoccupent. Après le discours du chef de l'État le 18 juin, nous-mêmes, notre organisation a organisé une journée de consultation populaire le 22 juin. L'objectif de cette consultation était de recueillir les propositions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2025. Nous avons donc invité tous les partis politiques et ils ont tous répondu présents, en dehors du RHDP qui a reçu même un courrier de relance. Ils ont tous répondu présents. Il y a aussi une centaine d'organisations de la société civile qui ont participé parce qu'il y avait parmi elles des fêtières qui sont de regroupement de plusieurs organisations. En tout cas, la journée s'est très bien passée. On a recueilli toutes ces propositions-là. On en a fait une synthèse et le 18 juillet prochain, nous ferons une conférence de presse pour livrer le contenu de cette synthèse et ensuite transmettre cela au président de la République et à tous les bailleurs pour le mettre face à ses responsabilités pour 2025. Voilà. À cette même occasion, il y a une motion de la société civile qui a été signée contre une ordonnance qui a été prise le 12 juin en Conseil des ministres. Nous allons en discuter tout à l'heure. Vous allez comprendre en quoi est-ce que cette ordonnance est dangereuse. Nous avons même fait une publication sur notre page Facebook et YouTube sur le contenu de notre conférence. Donc, vous pourrez aussi suivre ça là-bas. Mais aujourd'hui, vous aurez l'opportunité d'interroger Monsieur Éric Aimé Sémian sur toutes les atteintes que comporte cette ordonnance. Voilà. Au nombre des faits qui ont marqué le mois de juin 2024, nous avons aussi les enlèvements. Les enlèvements sont revenus. Et donc, l'environnement sécuritaire est devenu fragile parce qu'il y a des enfants qui sont enlevés, violés, mutilés. On retrouve leur corps vidé de leur sang, mais il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les grandes personnes. J'ai même un collaborateur dont la femme a été enlevée. Elle a été sauvée grâce à une cicatrice d'opération qu'elle portait. Ça veut dire que c'est pour des crimes rituels. Ils l'ont libérée parce que ils voulaient un corps qui soit sain, qui n'ait aucune blessure, aucune cicatrice. Donc, vraiment, les enlèvements sont revenus et ça se fait dans le transport en commun.
Donc, les gens qui empruntent les RORO, comme on les appelle au pays ici, ce sont des taxis de transport en commun. Vraiment, il va falloir faire attention. Lorsque vous voyez 3 personnes dans un taxi, faites attention. Il se pourrait que ce soit un groupe de criminels. Vous montez, ou bien vous voyez même 2 personnes. Dès que vous montez, la 3e personne vous attend devant. On vous encadre, on vous enlève. Et si votre corps correspond aux particularités qu'il recherche, c'en est fini pour vous. Si vous avez la chance que vous ne correspondez pas au profil du corps qu'il cherche, alors on vous libère. Donc vraiment, il faut faire attention. Une autre actualité qui a marqué le mois de juin et qui est très, très, très importante, surtout pour vous de la diaspora, c'est l'attestation de droit d'usage coutumier. C'est-à-dire qu'avant, quand on achetait les terrains, on vous donnait une attestation villageoise. Il se trouve qu'autour de cette attestation, il y avait trop de problèmes. Les chefs qui n'étaient pas sérieux vendaient les attestations à plusieurs personnes. Du coup, pour une seule parcelle, on a plusieurs propriétaires et ça créait beaucoup de conflits. Les chefs aussi se permettaient de vendre des parcelles, des lotissements non approuvés. Alors que quand un lotissement n'est pas approuvé, on ne peut pas en vendre les parcelles parce que dans le processus d'approbation, on réétudie le plan. Et quand on réétudie le plan, il y a des lots qui pourraient disparaître s'ils sont situés dans des zones inconstructibles. Or, si ces lots ont déjà été vendus, une fois que le lotissement est approuvé, vous perdez votre lot. Voilà pourquoi le ministère a décidé de délivrer lui-même les attestations de droit d'usage qui vont remplacer les attestations villageoises. À partir du 1er juillet 2024, tous les nouveaux terrains qui seront vendus, toutes les nouvelles parcelles qui seront vendues devront être accompagnées de cette attestation qui a un identifiant unique. C'est le ministère qui le donne au chef du village en conformité avec le plan qu'ils ont approuvé et en conformité avec le guide dont une copie est donnée au chef du village. Désormais, si vous avez une attestation de droit d'usage coutumier, vous pouvez être rassuré que vous êtes la seule personne à obtenir ce papier. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça va faciliter la procédure de ACD. Parce que avant, une fois qu'on vous donne une attestation villageoise, vous allez faire ce qu'on appelle le bornage contradictoire avant d'obtenir votre ACD. Alors que dès que le ministère de la Construction transmet au ministère du Budget votre demande de ACD, il faut que la conservation foncière fasse une enquête avant de vous délivrer votre titre foncier. Alors que la conservation foncière n'a pas que ça à faire. Donc, elle demande au cadastre de faire une étude technique d'abord. Et c'est tout ça qui fait que les choses traînaient. Désormais, sur un lotissement approuvé, on fait ce qu'on appelle un bornage contradictoire massif global, c'est-à-dire pour tout les lots du lotissement, de sorte que lorsqu'on a approuvé le lotissement, chaque lot a déjà son titre foncier qui est préparé. Quand vous introduisez votre demande de ACD avec la nouvelle attestation de droit d'usage, il n'y a plus de tralala, il n'y a plus d'études à faire, tout est déjà fait. On vous le délivre rapidement. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle qui va réduire les conflits fonciers et rendre les ventes de terrain plus sécurisées. Voilà, au moins une bonne nouvelle dans tout cet environnement-là. Ensuite, il y a eu le problème du royaume baoulé, un problème qui ne devait pas exister si on respectait les coutumes. Dans tous nos villages, dans toute notre tradition, que ce soit pour la royauté ou la chefferie, il y a une procédure pour la succession. Et quand on la respecte, on n'a pas de problème. Depuis les années 2000, il y a des problèmes dans les successions parce que la politique veut affronter la tradition, l'économique aussi veut affronter la tradition. Il y a des gens qui ont les moyens, qui pensent que leurs moyens leur donnent le droit de contester la tradition et ça crée du désordre dans les villages tout comme dans les royaumes. Donc c'est ainsi que, selon la coutume baoulé, le roi des baoulés s'appelle Nana Otimi en Kassi Envo. Et c'est un autre chef traditionnel que la Chambre des rois et chefs traditionnels a désigné. Donc, ça fait qu'il y a un problème au niveau du royaume baoulé actuellement et il y a ce problème dans plusieurs villages. Par rapport au déguerpissement abusif, le village d'Adjamé village a été aussi, on va dire, agressé. Mais bon, comme ça s'est passé début juillet, on va laisser ce sujet-là pour le mois prochain. Donc voilà globalement les sujets qui ont marqué l'actualité du mois de juin en Côte d'Ivoire. Donc si ceux qui nous suivent
ont des questions, ils peuvent intervenir. Sinon, bon, voilà. En tout cas, à 19h, on va rejoindre Monsieur Éric Aimé Sémian pour venir nous parler de la nouvelle ordonnance sur l'organisation de la société civile. Voilà, Charlène, je ne sais pas si tu es là. Ok. Moi, j'ai une question rapide concernant le royaume baoulé. Donc, concernant le monsieur, j'ai pas vraiment suivi votre focus, mais je voulais, si c'est possible, si vous pouvez venir un peu sur les détails, comme vous l'avez fait dans votre focus là. Voilà, c'est quoi le problème au juste et puis qu'est-ce qu'ils attendent de la population ivoirienne? Parce que ça, c'est un palabre ivoirien, c'est pas un palabre que des baoulés. C'est ça. En fait, si on veut résumer la situation, il y a un roi qui était là, qui est décédé. Et quand ce roi-là est décédé, ils l'ont remplacé par une reine qui a été imposée par le politique. C'est là que tout est parti. Et chez les baoulés, la succession se fait selon le système matriarcal. C'est-à-dire que quand il y a un roi qui est là, pendant que le roi est là, on sait déjà qui va le remplacer. Et celui qui le remplace est le fils de sa sœur de même mère. Parce qu'on veut garantir les liens de sang. Et il n'y a rien de plus sûr qu'une mère qui met un enfant au monde. Donc, la sœur qui est de même mère que le roi, c'est son fils qui hérite. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand ce roi-là est décédé, à leur grande surprise, le politique est venu imposer une reine, alors que c'est le neveu de ce roi-là qui devait être roi. Et il était déjà connu. Donc déjà, ils ont imposé la reine. Et quand la reine aussi est décédée, au lieu de faire de neveu en neveu, puisque là, c'était déjà biaisé, là, maintenant, on veut prendre le fils de la reine. Voilà simplifier les choses. Voilà simplifier les choses. Donc, le roi que les baoulés reconnaissent coutumièrement, Nana Otimi Kassi en vol, c'est lui qui devait remplacer le roi qui est décédé là depuis. Et au lieu de le mettre là, on a mis une reine. La reine décède, au lieu de le mettre, on met le fils de la reine. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà un peu simplifier les choses. Donc dans ce cas, il devait réagir un peu plus tôt depuis au temps de la reine. Parce qu'en laissant la reine là, alors qu'elle ne devait pas être là, c'était là où le nœud s'est fait. Et puis maintenant, sur ce fondement-là, ils se donnent des raisons de résister. Ils ont donné un peu réagi depuis au temps de la reine. Voilà. Ils n'ont pas réagi au temps de la reine. Et puis maintenant, voilà que maintenant, on vient imposer le fils de la reine. Maintenant, chez les baoulés, il y a un problème dans le royaume là. C'est les anciens qui tranchent. Et au niveau des baoulés, actuellement, c'est le doyen Kopli Boni du PDCI là. Et puis le doyen Kami Ali, c'est les plus vieux qui sont là actuellement. C'est pour ça qu'ils ont pris leur responsabilité pour convoquer un conclave à Yamoussoukro où ils ont invité tous les chefs baoulés pour venir dire qu'en leur qualité de doyen, c'est à eux qu'il y a un conflit comme on s'entend plus, ça de réagir. Et ok, vas-y. il y avait reçu l'appel d'occupé. Et qu'on ne peut pas continuer dans la forfaiture. C'est comme ça que le doyen Kopli Boni, en accord avec le doyen Kami Ali, ont convoqué un conclave à Yamoussoukro. Et à l'issue de ce conclave, il a été dit clairement par les chefs, la majorité des chefs baoulés. Parce qu'il faut dire que les chefs baoulés du royaume de Sakassou, là, il y a 172 villages dans ce royaume. Et sur les 172 villages, il y a seulement 20 villages qui sont avec le mauvais roi. Le mauvais roi, là. 20 villages sont avec lui. On va dire le faux roi. On va plutôt dire le faux roi. Voilà, merci. C'est pas mauvais, c'est faux. C'est ça, maintenant c'est juste. Le faux roi, là, il a 20 villages avec lui. Il a 20 villages avec lui et il a l'administration avec lui. La preuve, la chambre des rois et chefs traditionnels reconnaît le faux roi. Mais eux, on peut les comprendre. Parce que cette affaire de faire chambre des chefs et rois traditionnels, là, les gens ont pensé que c'était une bonne chose. Mais c'est ça qui a créé des problèmes. Parce qu'en principe, les chefs, en tant que gardiens de la tradition, ils doivent être intègres et ils doivent être apolitiques. On a pris les rois et chefs, on les a mis dans une structure, on leur donne des milliards par an. Ils n'ont plus d'oreilles que pour l'administration. Le président même de la Chambre des rois et chefs traditionnels affirme que lui, il est RHDP, ce qui n'est pas normal. Dans l'article 4 de leur statut, là, ils doivent être apolitiques. Donc, c'est tout ça là qui a travesti, qui a corrompu nos traditions. Donc, maintenant, moi, j'ai demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils disent, mais si eux, ils veulent imposer, un roi là, il règne dans son royaume.
Si eux, ils veulent l'imposer là, eux, ils vont aller construire un nouveau royaume où le vrai roi va siéger, où il va continuer de gouverner, et puis l'autre, avec ses 20 villages, si les 20 villages restent toujours avec lui, on verra où ça va les mener. Mais ce n'est pas bien que l'administration se mêle de ces choses. Actuellement, en Côte d'Ivoire, je reçois des plaintes de certains villages. C'est à quoi qu'ils sont en train de... C'est-à-dire, ils sont en train d'émietter. C'est comme ça, on pourra plus bien résoudre. Tout détruit. Plus bien résoudre. C'est quel esprit, ça? Actuellement, je reçois des plaintes de plusieurs villages, mais les gens ont peur de venir témoigner. Des villages où, parce que quand on choisit un chef de village, là, il y a des conditions pour le destituer. Donc, il y a des villages, par exemple, où le chef brade les terres communautaires. Parce que dans nos villages, là, il y a les terres communautaires et puis il y a les terres des familles. Les familles, chaque famille gère ses terres, mais il y a des terres qui appartiennent au village et non à un individu ou à une famille. Ces terres-là, tous les chefs de famille, on le regarde dessus. C'est pour les projets de développement, les projets communautaires. Donc, quand on doit faire quelque chose sur ces terres-là, c'est en accord avec tous les chefs de famille que ça se fait. Il y a des villages où le chef du village, lui seul, ça va corrompre tout le système judiciaire, ça va corrompre le sous-préfet, les préfets, et il fait ce qu'il veut des terres communautaires. Et pour destituer un chef, le village se réunit avec le chef de terre et les chefs de famille. Ils font une assemblée générale sur la place publique. On dit voilà ce que le chef a fait, voilà. Nous, les anciens, là, on dit on veut plus de lui. Et on écrit au sous-préfet avec le PV de cette réunion-là pour dire on veut changer de chef pour telle raison. Voilà le PV et voilà le nom du nouveau chef. Et le sous-préfet, lui, ne fait que prendre son arrêté. Carrément. C'est quoi ça là? Anyway, maman Piché. Avec les nouveaux types de chefs qui sont pas sérieux là, quand ils ont corrompu l'administration s'impose à la volonté du village et les gens souffrent. On leur impose des chefs qui ne veulent pas. C'est la même chose, ils sont en train de faire pour le roi. Sinon, moi, je ne suis pas baoulé, je ne connais pas les baoulés. Mais quand on explique là, c'est tellement clair. Non, on a vu ça, les ébriers. Si les ébriers n'ont rien dit. Bon, c'est la baoulé qui en dit quoi maintenant? La baoulé, même que Bédié même est mort de façon. Et puis à la je m'en fous là. Vraiment, je ne sais pas si on peut récupérer quelque chose encore, mais bon, excusez mon pessimisme. Maman Piché, comme il est déjà 19, je ne sais pas si ton invité est déjà là, si tu l'as contacté. Non, ne perdons pas espoir. Non, je ne perds pas espoir, mais vraiment aussi, quand c'est chronique comme ça, je ne sais plus à quel sein me vouer, quoi. Monsieur Diallo, voilà, concernant, Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez, je sais pas, c'est pas le thème. On est toujours dans l'attente de l'invité. Donc, on est en train de faire une émission à Nzassa. Vrai, la même Nzassa. Monsieur Diallo, si vous pouvez parler, est-ce que vous pouvez nous situer un peu ce qui se passe au niveau de l'AIS? Oui, bonsoir, Solène. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, on vous entend bien. Bon, dire ce qui se passe au niveau de l'AIS, c'est peut-être trop dire. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, si c'est à propos de la polémique autour de la déclaration du président burkinabé. Bon. Voilà. Dites-nous quelque chose en tout cas. Résumez ça comme vous comprenez, puis dites-nous quelque chose. Allez-y, monsieur Diallo. Bon, vous savez, on dirait dans certains cercles que un chef d'État ne devrait pas dire ceci ou cela, mais je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait que, en réalité, vous savez, c'est un ras-le-bol qui a amené le président burkinabé à parler de la sorte. Parce qu'à un moment donné, il faut carrément mettre le pied dans le plat. C'est-à-dire qu'en voulant respecter des normes diplomatiques, mais vous allez vous compromettre et vous allez mettre votre peuple en danger. Parce que ce n'est pas maintenant que le pouvoir ivoirien est suivi dans ses manœuvres. Mais jusque-là, je crois que les différents pays de l'AES étaient en train de les ménager en voulant faire des allusions à eux, mais bon, sans être très clair. Mais à l'heure actuelle, où les choses sont en train de se préciser nommément, parce que nous avons vu des plateaux, des réunions où les choses ont fusé, venant des généraux français et autres, des structures de mercenariat français, qui, en fait, font des plannings à ce niveau-là. Voilà, je crois que chaque pays a ses instruments d'espionnage et tout ce qui s'ensuit. Bon, le Burkina, à l'heure actuelle, disons les pays membres de l'AES, savent exactement ce qui se passe dans tous ces pays qui leur sont hostiles. Alors, à certains points de vue même, on dirait qu'on n'a pas forcément besoin même d'aller fouiller trop loin. Les manifestations se font voir très clairement, à moins qu'on veuille être naïf. Alors donc, je crois que le président burkinabé, dans un souci permanent d'être clair vis-à-vis de sa population, mais a préféré clairement casser l'œuf directement, afin d'attirer
l'attention du pouvoir ivoirien de façon plus nette. Et à ce jour, je crois que le pouvoir ivoirien visiblement est embarrassé et ne sait pratiquement pas à quel sens se vouer. C'est ce qu'on constate. Parce que lorsqu'une telle déclaration vient d'un chef d'État, cela veut dire que c'est le premier responsable d'un pays et la gravité est d'autant plus énorme que on ne peut pas se taire comme ça pendant 48 à 72 heures. C'est inimaginable. Oui, il faut réagir. Et d'ailleurs, le président a promis qu'il va sortir avec des preuves tangibles qui vont clairement raffermir ce qu'il a dit. Alors, donc, moi, je crois que, vous voyez, dans ce problème où on parle, on demande au pays de l'AES de rejoindre la CEDEAO, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des chefs d'État, tant qu'ils seront à la tête de leur pays, là, on ne peut pas réformer la CEDEAO en profondeur. C'est quasiment impossible. Alors, donc, comprenez, c'est pas facile. Je vous remercie, Charlène. Merci bien. Merci, M. Diallo. Merci, M. Diallo. Maman Piché, pense à l'émission. Oui, M. Sémian est là. Mais avant de prendre M. Sémian, j'aimerais dire que personnellement, je suis tout à fait d'accord avec M. Diallo parce que on doit pouvoir respecter chaque pays. Chaque pays a le droit de décider pour lui-même ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Si des États, pour plusieurs raisons, ont décidé de partir de la CEDEAO, pourquoi on dramatise? Et en quoi est-ce que c'est véritablement un problème? Si la CEDEAO elle-même n'a non seulement pas tenu ses promesses depuis 1975, on n'est jamais passé de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, mais en plus, dans le traitement des membres de la CEDEAO, elle fait du 2 poids 2 mesures. Quand il y a les coups d'État constitutionnels, elle ne dit rien. Quand il y a les coups d'État militaires, elle bande ses muscles, elle menace certains. Elle n'en menace pas d'autres comme la Guinée. Bon, enfin, il y a un problème. Comme c'est pas le sujet du jour, on va passer dessus. Mais Charlène, le jour où tu as fait émission sur AES, là, faut m'informer, moi, je serai là. Mais ton invité même devait nous parler de AES. Et la crédit de AES, lui, non. Après, c'était là, faut mettre AES sur sa tête aussi. Je vais en parler avec lui. Comme c'est un expert international, il aura certainement des choses à dire, mais je veux dire qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Vraiment, c'est nous infantiliser que de faire comme si certains chefs d'État prennent des décisions sans en mesurer la portée. Bon, enfin, faut arrêter. Le Mali, le Burkina et le Niger, ils savent ce qu'ils font. En tout cas, nous autres, on les tient et on espère même que d'autres pays vont les rejoindre parce que franchement, ça va pas à la CEDEAO. Ok, bon, ça ce n'était que mon avis. La position du Sénégal en train de mélanger toute la lutte, donc moi je sais plus. Non, le Sénégal, l'AES vivra avec ou sans le Sénégal. C'est pour ça que je dis que chaque pays est libre de faire ce qu'il veut. Si le Sénégal veut rester à la CEDEAO, il reste à la CEDEAO, mais il n'emmerde pas les États de l'AES. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On voit très bien, mon chéri. Voilà, et si les populations du Sénégal soutiennent ce que leur président fait, bon, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, ici, là, on est là et puis on dit quoi? Donc, on laisse chaque pays et chaque peuple opérer ses choix et les assumer. Faut pas qu'on infantilise certains pays en faisant croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils prennent des décisions qui sont graves. Ça veut dire quoi tout ça? Ils sont en train de s'organiser, on les laisse et puis on verra ce que ça va donner. On n'a pas à vraiment chercher à les emmerder, à les déstabiliser et tout ça. Pourquoi? Bon, Monsieur Sémian, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, soyez le bienvenu parmi nous. On vous attendait et entre-temps, on papotait un peu sur des sujets d'intérêt international. Et donc, vous êtes là pour échanger avec nous sur l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 qui a été adoptée en Conseil des ministres le 12 juin. C'est une ordonnance qui va à l'encontre des principes de la société civile et qui est liberticide. Donc, nous allons vous laisser exposer sur cette ordonnance et puis ensuite, on va échanger dessus. Donc, vous avez la parole. Si vous pouvez vous présenter à nouveau à nos auditeurs et puis faire votre exposé. Merci. Bonsoir, Madame Balé. Je suis Éric Aimé Sémian, président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Je me réjouis d'avoir été contacté pour parler de cette ordonnance. Et je crois le dimanche dernier déjà, on avait commencé à en parler. Le dimanche dernier, on avait commencé à en parler et je crois que pour des questions techniques, on a décidé de remettre. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans un premier temps, je voudrais indiquer que le fait que l'État décide de réglementer
les activités de la société civile en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça entre dans le domaine de la loi. Il n'y a que l'État qui puisse permettre de mieux organiser l'espace démocratique pour permettre aux partis politiques, à la société civile de pouvoir mener à bien leurs activités. Donc en soi, parce que j'ai entendu beaucoup dire pourquoi est-ce que c'est le gouvernement, tout et tout. Non, il n'y a que déjà par le passé, on avait une loi de 1960 qui réglementait le régime juridique des associations. Donc ça déjà c'est bon. L'analyse de cette loi nous laisse vraiment perplexes. Donc dans le cadre de cet exposé, je vais vous partager ma réflexion en 2 points. Le premier point que j'appellerai observation générale, voilà, les observations générales qu'il faut retenir de cette ordonnance. Et le deuxième point, le contenu de l'ordonnance. Le deuxième point, le contenu de l'ordonnance. Voilà. Ok. Donc, sur le premier point, avec votre permission, alors je voudrais en arriver au premier point. Allez-y. Si vous êtes bien d'accord. Oui, voilà. bien sûr. Ce que je dois dire, c'est que, d'une manière générale, nous avons quelques soucis avec cette ordonnance et qui repose sur des inquiétudes qui sont fondées de notre point de vue. La première question est de savoir pourquoi est-ce qu'on adopte une ordonnance au lieu d'une loi. Et en le disant, je voudrais vous expliquer qu'il y a bel et bien une différence entre une loi et une ordonnance. Dans la Constitution, il n'y a que l'article 101 qui détermine ce qui relève du domaine de la loi. Donc les activités économiques et sociales qui relèvent du domaine de la loi, ce qui veut dire que l'Assemblée nationale qui doit adopter des lois dans ces domaines précis, que ce soit sur projet de loi ou sur proposition de loi. La sphère dans laquelle nous sommes, l'ouverture de l'espace démocratique, donc le fonctionnement des acteurs démocratiques de la société civile, notamment, relève du domaine de la loi. Ce qui veut dire que normalement, réglementer la société civile, ça, c'est le travail de l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement doit transmettre un projet de loi, les parlementaires doivent même prendre l'initiative d'une proposition de loi, etc. Mais ça doit être une loi. Comme c'était le cas en 1960. En 1960, c'est une loi qui a réglementé le régime des associations. Mais l'article 106 de notre Constitution donne le pouvoir au président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi parce qu'on appelle ordonnance, dans le cas de la mise en œuvre de sa politique générale. Généralement et d'usage juridique, lorsque le président doit intervenir dans le domaine de la loi, c'est qu'il y a urgence. Ou encore, c'est qu'il veut éviter un débat démocratique pour des choses qui apparemment sont urgentes ou bien sur lesquelles il doit pouvoir s'imposer. Il vous souviendra qu'en 2005, plusieurs décisions ont été prises par le président de la République suite de Linas Makoussi aux accords de Pretoria, où il a voulu passer par des projets de loi, mais les parlementaires ont refusé. Il a dû passer par ordonnance, c'est-à-dire se faire autoriser par le Parlement pour pouvoir interagir, pour pouvoir, n'est-ce pas, intervenir dans tel ou tel domaine qui normalement est du domaine de la loi. Voilà. Beaucoup de tests ont été adoptés en 2005. Dans le cas qui nous réunit, nous ne comprenons pas où se trouve l'urgence ou le péril pour que la société civile passe par ordonnance plutôt que par une loi. En fait, l'exposé des motifs de cette ordonnance est tellement lacunaire qu'il aurait dû commencer par nous expliquer en quoi est-ce que une ordonnance présenterait plus d'avantages qu'une loi. Bien sûr, vous nous direz après que une ordonnance, même quand elle est adoptée, après il y a une loi d'habilitation. On se souvient qu'en 2013, le président de la République avait été autorisé à légiférer par ordonnance, mais les lois d'habilitation sont intervenues longtemps après, souvent même au-delà des délais requis. Dans notre cas, on ne voit pas l'urgence. Il faut qu'on nous explique l'urgence d'une ordonnance plutôt que d'une loi. Et deuxièmement, la question de l'opportunité, c'est-à-dire pourquoi maintenant réglementer la société civile? Tous les régimes qui se sont succédés ont travaillé avec la loi de 1960. Si on veut réglementer, n'est-ce pas, les associations, les ONG, les OSC, c'est bien, mais il faut que ça ait une valeur ajoutée. Donc, je suis mal à l'aise qu'on remplace une loi, celle de 1960, par une ordonnance. Juridiquement, pour moi, c'est un recul. Bien sûr, l'ordonnance est ratifiée et validée par les députés à force de loi, mais il y a que le procédé n'est pas le même. Donc, si on veut légiférer sur la société civile à partir d'une ordonnance, alors que ce domaine était réglementé par une loi, vous êtes d'accord avec moi qu'on a reculé. Deuxièmement, je suis toujours dans les observations. Comment? Je n'ai pas entendu? Non, je dis on a reculé et sans raison valable. Voilà. Deuxièmement, d'une manière générale, quand on lit l'ordonnance, on se rend compte qu'il existe trop d'obligations et de sanctions assorties aux organisations des OSC, aux organisations de la société civile. Si vous ne faute d'avoir fait ça, voilà ce qui va se passer. Faute d'avoir fait ça, voilà ce qui va se passer. Alors, ça nous pose un problème parce que pour une ordonnance
Pour une ordonnance qui est supposée organiser la société civile, elle met trop d'obligations sur ces organisations, alors qu'en face, il n'existe pratiquement aucune obligation vis-à-vis de l'État et de l'administration publique. Les dispositions de l'ordonnance sont faites de telle sorte que, regardez bien, tout ce que l'État et l'administration publique ont à faire, c'est formulé en termes de facultés, mais pas d'obligation. Je vais y revenir. Par exemple, la responsabilité de l'administration publique ne peut être nullement soulevée pour abus ou obstruction, tant dans la création que dans le fonctionnement des OSC. L'administration publique peut faire ceci, l'administration publique peut faire ceci vis-à-vis des ONG. Mais nulle part, il n'est mis que si l'administration publique outrepasse ses pouvoirs ou bien ne fait pas ça, voilà la sanction qui l'attend. En réalité, et je vais finir sur ça, sur ce premier point, c'est un peu comme si on veut faire des organisations de la société civile un prolongement obligé de l'administration publique. C'est-à-dire, on ne conçoit pas la société civile comme étant une force, une alternative à la démocratie et un contrepoids. Mon point de vue est que ceux qui ont écrit ce texte ne connaissent pas et ne savent rien de la société civile. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, on nous avait appelé à des assises pour parler, n'est-ce pas, d'un nouveau projet de loi sur la société civile. Nous y sommes allés tout enthousiastes parce que pour nous, il s'agissait d'une loi. Pour ma part, je ne sais pas si d'autres ont été rappelés après, on n'a plus jamais été appelés jusqu'à ce qu'on nous présente cette ordonnance. Le deal, c'était que c'est une loi qui devait sortir, pas une ordonnance. Et on est surpris parce qu'il y a des choses qui sont dans cette ordonnance qu'on n'avait pas discutées. Peut-être qu'ils ont discuté après, mais on n'avait pas discuté de ça. Donc voilà un peu à titre des observations générales. Ceux qui ont écrit cette ordonnance ne connaissent pas la société civile. La société civile s'oppose à la société politique en ce qu'elle constitue en fait le repère et le refuge de tous ceux qui sont intéressés par la gestion de la chose publique, par la gestion de la cité, mais qui ne sont pas intéressés forcément à l'exercice du pouvoir d'État. Si on est d'accord sur ça, conviendrait avec moi que la société civile, elle aussi, occupe l'espace civique et démocratique. La société civile, elle aussi, s'intéresse à des questions d'ordre politique. C'est quoi la politique? Dès l'instant qu'on s'intéresse à la façon dont la cité est gérée, dès l'instant qu'on s'intéresse à la façon dont l'État fonctionne, dès l'instant qu'on s'intéresse au rapport entre gouvernant et gouverné, on est déjà en train de faire la politique. Mais seulement la politique de la société civile, c'est une politique qui ne la conduit pas à exercer le pouvoir d'État. La société civile, par essence, fait ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Ce qui veut dire que la société civile, elle aussi, est intéressée par des questions politiques et elle interroge la façon dont l'État est géré, la façon dont l'État est gouverné. Voilà. Donc, à ce titre, il faut avoir un peu plus d'égard et un peu plus de respect pour la société civile. Ce qui n'est pas le cas à travers cette ordonnance, qui ne fait que menacer, assujettir, je dirais même infantiliser la société civile. J'ai fini avec le premier point. Je vais maintenant entrer dans le détail, c'est-à-dire point par point. Oui, allons-y. Prenez l'ordonnance. L'article premier. D'abord, allons-y, regardez bien. Le président de la République, sur rapport conjoint du ministre du ministère de l'économie, du plan de développement et du ministère des finances, du budget, vu la Constitution, vu la loi d'un temps portant budget, etc., ordonne, titre 1, on entend apolitique la situation d'organisation de la société civile qui n'a de lien avec aucun parti politique ou groupement politique, qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Alors, si on est d'accord avec le deuxième alinéa qui veut que une organisation de la société civile n'ait pas vocation à exercer le pouvoir d'État, c'est normal, il faut l'écrire, c'est normal, c'est bien écrit. Par contre, nous avons un petit souci avec le mot apolitique lorsqu'il dit que les organisations de la société civile ne devraient avoir aucun lien avec aucun parti politique ou groupement politique. Pourquoi nous avons un souci avec ça? D'abord, on ne nous dit pas ce qu'on appelle lien. C'est quoi un lien? Ensuite, la société civile étant un acteur démocratique, elle occupe donc la scène politique et démocratique. Et sur la scène politique et démocratique, on trouve qui? Le premier acteur qu'on trouve sur la scène civique et démocratique, c'est l'État. Le deuxième acteur, ce sont les partis politiques. Le troisième acteur, c'est la société civile. Et peut-être le quatrième acteur, ce sont les populations. On ajoute un cinquième acteur qui constitue aujourd'hui les multinationales. Donc, comment est-ce qu'on peut vouloir dénier à la société civile le droit d'avoir des liens avec d'autres acteurs qui, eux aussi, sont dans le champ de l'espace civique et démocratique? Une organisation de la société civile, je dis n'importe quoi, qui travaille sur des questions de gouvernance, des questions de droits de l'homme, des questions d'état de droit et de cohésion sociale. Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas interagir avec des partis politiques quand on sait le rôle et le poids de ces acteurs-là sur la scène civique et démocratique? Excusez-moi, mais ce n'est pas bien écrit. On ne devrait pas écrire les choses comme ça parce qu'il est même souhaitable que les organisations de la société civile interagissent davantage avec les partis politiques, avec l'État, en vue de ce que, de par les actions de la société civile,
elle puisse aussi aider à mieux civiliser les partis politiques, elle puisse aider à sensibiliser les partis politiques sur des questions d'intérêt général. Donc, nous avons un souci avec ça. De deux, j'ai parcouru toute cette ordonnance et nulle part je n'ai vu une référence qui est faite à l'article 26 de la Constitution. Je vous engage à lire l'article 26 de la Constitution parce que cet article-là indique clairement que la société civile est un moyen d'expression de la démocratie. Alors, si la société civile est un moyen d'expression de la démocratie, c'est l'article 26 qui le dit, ce qui veut dire que c'est une disposition constitutionnelle. Si la Constitution donne le droit et le pouvoir à la société civile de constituer un moyen d'expression de la démocratie, je pense que cette ordonnance-là devrait être le prolongement et la suite logique de ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est-à-dire, au lieu de formuler des interdictions à la société civile, cette ordonnance devrait plutôt être le cadre par lequel l'article 26 doit trouver racine d'expression. Pour nous, une ordonnance sur la société civile devrait être le lieu et le cadre où, en fait, on précise le type de relation que la société civile doit avoir avec l'État, avec les partis politiques, avec l'ensemble des acteurs qui sont sur la scène politique. Et comme l'article 26 de la Constitution lui-même dit que la société civile est un moyen d'expression de la démocratie, mais quels sont les moyens d'expression que la société civile doit avoir conformément à ce que dit l'article 26? C'est ce à quoi nous nous attendions dans le cadre d'une loi sur la société civile. Bon, loi qui est devenue ordonnance aujourd'hui. Mais cette ordonnance ne cite nullement l'article 26. Raison pour laquelle il sera très facile d'attaquer cette ordonnance devant le Conseil constitutionnel pour la simple raison qu'il faut qu'un contrôle de constitutionnalité s'établisse. La Constitution dit, voilà le rôle de la société civile, mais cette ordonnance ne parle nullement de ce rôle-là. Et ça, pour nous, ça pose problème. On continue encore. Alors que la Constitution parle de la société civile, l'ordonnance qui elle-même vise la Constitution ne mentionne nullement l'article de la Constitution qui parle et consacre la société civile. Pour nous, ça, c'est un problème très grave. D'un autre point de vue, on continue toujours. Je vous renvoie à lire les termes des articles 47, 52 et 53 de l'ordonnance. Que nous dit l'article 47? L'article 47 nous dit « Suivi, évaluation des OSC ». Regardez bien, j'ai un souci avec le titre du chapitre 5 intitulé « Suivi, évaluation ». En fait, j'ai l'impression que cette ordonnance a été écrite par des administrateurs de l'administration publique qui ne savent pas ce que c'est la société civile. On ne fait le suivi-évaluation que de structures qui sont sous notre tutelle. Et la société civile n'est pas sous la tutelle de qui que ce soit. Vous comprenez? Et donc le on en était au chapitre 5, suivi-évaluation des OSC. Oui, le chapitre 5, suivi-évaluation. Mais comment voulez-vous faire le suivi-évaluation d'une entité qui n'est pas sous votre tutelle, d'une entité qui est en dehors, en fait, du schéma administratif, Et donc, vous ne pouvez pas faire un suivi-évaluation d'entités dites non gouvernementales, qui sont en dehors, n'est-ce pas, de la hiérarchie administrative. On fait le suivi-évaluation de structures parce qu'on les a financées, ou bien parce que ces structures-là rentrent dans l'organigramme étatique. C'est ça. Où on les a créées. Mais la société civile n'est pas dans l'organigramme étatique. Et c'est un scandale de voir un chapitre 5 intitulé Suivi-évaluation. Nous sommes dans un État, c'est vrai. Je peux comprendre que l'État veuille bien comprendre ce que fait la société civile, mais il y a une manière de le faire. On est organisation non gouvernementale. Suivi-évaluation. Encore l'article 47. L'article 47 dit l'autorité chargée des OSC territorialement compétentes, en présence des responsables des OSC ou de leurs représentants dûment désignés, visite leurs installations, infrastructures ou toute autre réalisation et s'informe sur leur fonctionnement. Les responsables des services extérieurs des ministères et organes techniques concernés les assistent dans ces visites. Le rapport qui s'ensuit est communiqué dans un délai d'1 mois au ministre chargé de l'administration du territoire et au ministre technique concerné. En fait, la statistique signifie que on informe la société civile que les responsables de l'administration et des ministères techniques dans le domaine desquels la société civile interagit vont venir les visiter et voir les installations. Et de deux, lisez l'article 48. Les OSC sont tenus de présenter chaque année au 21 mars de l'année suivante à l'autorité territorialement compétente un rapport général des activités de l'année écoulée. Alors, cet article fait froid dans le dos parce que quand on dit que quelqu'un est tenu, ça veut dire que c'est une obligation. Pourquoi voulez-vous que je fournisse un rapport d'activité, même pas à mon conseil d'administration, mais à un responsable administratif qui ne m'a pas créé, qui n'est pas membre des instances de décision de l'organisation, que je lui soumette un rapport? J'aurais pu comprendre si on dit le responsable des OSC au sein de l'administration publique. Et quand on dit responsable des OSC, ne vous méprenez pas, c'est le préfet. C'est lui qui est responsable des OSC. Et donc que ce dernier doit recevoir de part. J'aurais pu comprendre si on disait il peut recevoir sur demande des rapports d'activité. Si on avait dit peut. Mais quand on dit doit, ça veut dire qu'au plus tard, le 31 mars de chaque année,
nous devons tous envoyer des rapports à l'autorité compétente. Quand bien même elle n'a pas contribué à notre fonctionnement, quand bien même elle ne nous a pas donné 5 francs. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'en tant qu'organisation non gouvernementale, mais il se pourrait qu'on ait posé des activités qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce que veut le gouvernement. On soumet un rapport d'activité et entre cette autorité et nous. À défaut d'un lien de hiérarchie, il s'agit clairement d'une volonté de la part de l'administration d'assujettir la société civile au pouvoir public. Voilà notre lecture. On continue toujours. L'article 49. Voilà, j'oubliais, l'article 48 alinéa 2. Cette autorité, donc le préfet, peut demander également des rapports spéciaux sur leur projet. Ouais. Les copies de ces rapports sont transmises par les OSC aux responsables des services extérieurs des ministères. C'est-à-dire que il peut demander des rapports sur des projets spéciaux. En réalité, cette ordonnance établit une tutelle des ONG, qui est le préfet. Vous comprenez? Article 49. Le ministre chargé de l'administration du territoire assure le suivi, l'encadrement, l'accompagnement et le renforcement des capacités des OSC en lien avec les ministères intéressés par l'objet de l'OSC et avec le ministère en charge des affaires étrangères pour les OSC multinationales. J'aurais pu comprendre si on avait mis le ministre peut assurer, mais on dit il assure le suivi, l'encadrement, l'accompagnement et le renforcement des capacités. Quand on dit le ministre assure le suivi, ça veut dire que les OSC sont devenus des services extérieurs décentralisés, en tout cas, ou bien décentralisés, mais c'est trop bon, déconcentrés du ministère de l'Intérieur. En fait, le ministère de l'Intérieur a mis les OSC dans les rangs et il assure le renforcement des capacités. J'ai un souci avec ça parce que les OSC ont dit qu'elles ont besoin de renforcer leurs capacités. Et les capacités seront renforcées sur quoi? C'est d'autant plus qu'on trouve aujourd'hui des gens qui sont mieux formés que ceux qui sont dans l'administration publique. Dans les pays développés, les grands intellectuels hauts cadres qui ont de grands diplômes, des doctorats, tout et tout, ne cherchent même plus à rentrer dans l'administration publique. Ils sont dans les ONG, les think tanks, les grosses ONG telles que FIDH, Open Society Foundation, Human Rights Watch et autres. Vous trouvez des cerveaux là-bas. Les gens sont plus intéressés, beaucoup sont plus intéressés à travailler dans l'administration publique. Donc comment voulez-vous assurer notre suivi et renforcer nos capacités? On assure le suivi, l'encadrement, l'accompagnement et le suivi d'entités lorsque ces entités sont placées sous notre autorité, sous notre contrôle, sous notre pouvoir hiérarchique. La lecture combinée des articles 47, 48 et 49 ne dit ni plus ni moins que dorénavant, dans la hiérarchie et l'organigramme du ministère de l'Intérieur, les OSC sont bel et bien dedans. Monsieur Semia, est-ce qu'on peut finir dans les 3 minutes qui suivent pour nous donner au moins 20 minutes d'échange avec nos... Ok. L'article 52, l'article 53, oui, l'article 53 dit que toutes les ONG, les OSC qui n'auront pas respecté ces dispositions sont passibles de peine d'emprisonnement et aussi d'amende. Oui, sont passibles d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 300 000 francs à 1 million. Les membres d'une OSC qui se seraient maintenus ou reconstitués illégalement après dissolution. Voilà. J'ai oublié le chapitre de la dissolution. La dissolution est prévue, n'est-ce pas, à l'article, je crois que c'est 51. Voilà. Donc, cette disposition, n'est-ce pas, permettent à l'administration publique... Il y a l'article 51, mais il y a l'article 22. Oui, pardon, l'article 22, pardon. Voilà. La dissolution prévue à l'article 22, c'est la dissolution qui permet à l'administration publique de dissoudre toute organisation dont les activités n'iraient pas dans le sens de la cohésion sociale, etc., sans avoir pour autant défini ces notions. C'est l'article 22. L'article 22 dit toutes les OSC dont les activités constituent une menace pour l'ordre et la sécurité publique, l'intégrité du territoire national et la forme républicaine de l'État, qui sont de nature à compromettre la cohésion sociale, à provoquer la haine entre groupes ethniques ou religieux, à occasionner des troubles politiques, à agiter les discussions des institutions, etc., peuvent être frappés de dissolution. Dissolution adoptée en Conseil des ministres, une dissolution prononcée par le gouvernement sans possibilité de... Ceci est un problème parce qu'on ne peut pas vouloir, n'est-ce pas, d'une main, favoriser la création d'ONG et de l'autre, dire que la cohésion sociale, l'ordre public sont des motifs de dissolution alors qu'on n'a pas défini. Et qui apprécie? Ce qui veut dire que c'est encore l'autorité administrative qui apprécie ce qui va dans l'ordre public et ce qui ne va pas dans l'ordre public. Ça, nous pensons que c'est vraiment grotesque, c'est vraiment arbitraire et il ne faut pas laisser prospérer ça. Je voudrais pouvoir m'arrêter là pour donner libre cours aux échanges en précisant que il faut se mobiliser pour ne pas laisser prospérer cette ordonnance car elle n'est pas du tout créatrice, n'est-ce pas, d'un apaisé et d'un espace démocratique beaucoup plus grand qui va favoriser l'expression de la diversité, de la pluralité de la société civile. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Semia, pour cet exposé assez exhaustif. Charlène, je ne sais pas si tu es là. Je suis là.
je suis là. Et les micros sont ouverts du côté de la conférence. Les amis, c'est le moment de poser avec le professeur. Allez-y. Donc vraiment, c'est très très important parce que on connaît tous le rôle que les ONG jouent au niveau national sur tous les plans. Et vous qui êtes à l'extérieur, vous savez mieux que nous ce que valent les ONG. Et là maintenant, on veut brider carrément les ONG à travers cette ordonnance et c'est vraiment très très dangereux, surtout que nous sommes dans une période électorale, préélectorale. Voilà, donc s'il y a des questions, on attend pour pouvoir y répondre. Moi j'ai une question. Oui. Quand on dit ordonnance là, ça veut dire quoi? C'est pas encore passé, c'est pas encore devenu loi ou bien je sais pas. Monsieur Sémian, oui, Charlène demande. Quand on dit ordonnance là, ça veut dire quoi? Je pense qu'elle a raté un peu la partie où vous avez expliqué la différence entre une loi et une ordonnance. Donc il faut revenir dessus et puis lui dire à quel niveau on est actuellement. D'accord. La différence fondamentale entre une ordonnance et une loi doit reposer sur la différence qu'on fait entre ce qui relève du domaine de la loi, donc de l'Assemblée nationale, et ce qui relève du domaine du règlement, donc de l'exécutif. Dans notre système, la loi est votée par le Parlement. Et il y a des domaines précis énumérés à l'article 101 de notre Constitution où on a le domaine de la loi. Donc tout ce qui est relatif aux libertés publiques, à l'ouverture de l'espace démocratique, donc constitution des associations, tout et tout, ça normalement c'est le domaine de la loi. Ce qui veut dire qu'en temps normal, c'est l'Assemblée nationale qui doit adopter et voter une loi sur la société civile. Mais l'article 106 de la Constitution donne la possibilité au président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi. Ça veut dire quoi? Que dans le cadre de intervenir dans le domaine de la loi par l'intermédiaire d'une ordonnance. Ce qui veut dire qu'en temps normal, il n'a pas le droit de faire ça. Mais le Parlement l'autorise à faire ça dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique. Et généralement, quand le président de la République le fait, c'est qu'il y a urgence ou bien qu'il y a péril. Parce qu'il faut justifier quelque chose. Mais là, visiblement, lorsque une ordonnance est adoptée, après, on envoie un projet de loi de ratification au Parlement, aux parlementaires, qui vont, n'est-ce pas, analyser l'ordonnance et puis la ratifier. Mais ce qu'on aura évité, c'est qu'on aura évité un débat sur le fond. Parce que quand un projet de loi arrive de la part du gouvernement, il y a des débats sur le fond. Donc ce test-là, s'il avait été une loi, avant même qu'il soit adopté par la commission chargée des affaires générales et institutionnelles, il y aurait eu des débats. Et ensuite, il y aurait eu des débats en plénière. Laquelle procédure est contournée, en fait, en matière d'ordonnance. L'ordonnance, c'est un raccourci offert au président de la République de faire adopter un texte qui aura la même valeur qu'une loi. Mais en temps normal, c'est pas comme ça que ça devrait être fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Là, actuellement, l'ordonnance a été adoptée, mais le président de la République doit envoyer un projet de loi de ratification de cette ordonnance devant les parlementaires. Seulement, l'ordonnance aura déjà, elle aura déjà fait son chemin, elle aura déjà vécu. Wow. Et ça, n'est pas bon. Ouais. Voilà. Dans notre système, l'ordonnance, en fait, ça doit reposer sur quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, sous l'ancien régime, des ordonnances qui avaient été adoptées à un moment par le président de la République, parce que, après il avait été recommandé à l'État de Côte d'Ivoire d'adopter certaines lois. Une loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, une loi sur la Commission électorale indépendante, etc., etc. Mais quand les lois sont arrivées, les parlementaires, en tout cas de la majorité, les ont rejetées. Donc le président de la République a adopté deux types de mesures. Il a procédé un par ordonnance et l'autre, il avait pris des décisions sur le fondement de l'article 48, vous vous souvenez? Les décisions qui sont prises sur le fondement de l'article 48, elles font l'objet de débats, notamment celle visant la possibilité pour le président Ouattara d'être candidat à l'élection de 2010, qui a été fait sur décision. Mais il avait aussi fait adopter des ordonnances. Donc, pour le débat de fond à l'Assemblée nationale, quand c'est comme ça, c'est terrible ou bien il y a. Mais la question qu'on se pose, pourquoi concernant la réglementation des activités de la société civile? C'est quoi l'urgence? Et en même temps qu'on fait ça, on restreint l'espace pour la société civile et en même temps, on fait adopter un article 185 nouveau du Code pénal qui restreint davantage l'espace civique et démocratique. Voilà un peu la différence que je peux vous. Wow. Ok, Charlène, c'est bon, tu as bien compris? Oui, c'est bon. Il y a Docteur Eddy qui a levé la main. Docteur Eddy, allez-y. D'accord. Merci. Encore une fois, bonsoir à l'intervenant et puis merci pour son exposé. Commentaire d'abord avant mes questions très rapidement. Je pense que s'il y a aujourd'hui cette ordonnance et cette initiative de la part de ce régime de limiter et de restreindre l'espace démocratique pour les organisations de la société civile, ça veut pour moi dire qu'il y a un regain, il y a une nouvelle vitalité au sein des organisations de la société civile. Et pour ça, il faut vraiment tirer le chapeau à des personnes comme toi-même l'intervenant, comme Edith Balé et bien d'autres personnes. C'est ce que ça veut dire, non seulement en termes de nombre d'organisations de la société civile depuis au moins les années 2000,
mais au moins la vitalité et puis le rôle qui est joué. Donc ça, je vous félicite pour ça. La question, ou alors les questions que j'ai, il y a où est-ce que premièrement on trouve cette ordonnance là dans son entièreté? Est-ce que le procès Sémien peut partager ça avec nous? Ce serait un, pour nous permettre nous aussi de pouvoir l'exploiter dans les différents documents que nous avons. C'est un. De deux, est-ce que dans cette ordonnance-là a trait aussi, ou alors est-ce que les organisations de la société civile sont sous le même régime que les partis politiques? Parce que, bon, pour nous, les partis politiques, c'est aussi la société civile. Hein. Est-ce que ces partis-là aussi sont tombent sous le coup de cette nouvelle ordonnance-là qui est prise? Voilà peut-être les deux questions que j'ai à poser à la suite de cette intervention ou bien de l'exposé du projet. Merci. Ok, M. Sémien, vous avez saisi les deux volets de sa question. La première question, je ne l'ai pas saisie. Il a demandé, bon, M. Eddy, comme vous-même vous êtes là, allez-y. Oui, je demandais où est-ce qu'on pouvait avoir l'entièreté, c'est-à-dire l'intégralité de cette ordonnance-là que vous avez lue dans ces différents articles. Si vous pouvez partager la copie avec nous. On a essayé de faire des recherches peut-être sur le net, un peu partout sans en avoir ça, mais si vous avez une copie, est-ce qu'on peut l'avoir? C'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que cette loi-là, les partis politiques aussi, est-ce que ça s'applique aux partis politiques ou alors cette ordonnance-là, je veux dire? Très rapidement, les partis politiques en Côte d'Ivoire sont régis par une loi et il y a même des dispositions relatives au financement des partis politiques. Donc il y a des conditions, la représentativité, le nombre de sièges à l'Assemblée nationale et tout. Cette ordonnance est intitulée ordonnance. Cette ordonnance, son cadre, son champ est délimité aux ONG et organisations de la société civile. Donc, elle ne concerne en rien, n'est-ce pas, les partis politiques. Mais le lien qu'il faut faire est que toutes les lois qui concernent l'ensemble des acteurs qui occupent l'espace civique et démocratique nous concernent à un premier titre. Pourquoi? Parce que dans la sphère civile et démocratique, je l'ai indiqué, on trouve l'État, on trouve les partis politiques, on trouve la société civile, on trouve les citoyens et on trouve maintenant les multinationales. Voilà ceux qui sont dans la sphère politique. Donc quand on enlève cela, il ne reste pratiquement personne dans la population. En clair, c'est pour dire que tout le monde est dans la sphère civique et démocratique. Alors, si d'un côté, on réglemente les activités des partis politiques, on prévoit même des dispositions visant à leur financement. De l'autre, on parle des organisations de la société civile, on restreint leur champ. Non seulement ça, mais en plus, on prévoit, n'est-ce pas, le financement comme une hypothèse pour les ONG reconnues d'utilité publique. Alors, est-ce que c'est toutes les ONG qui peuvent d'utilité publique? La réponse est non. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que entre 80 et 90% des ONG ne reçoivent pas de financement public. Je crois que les ONG reconnues d'utilité publique et qui reçoivent des financements de la part de l'État, je ne pense même pas qu'il y ait 10 ou 20. C'est plus du millier qu'on est. Alors, pour nous, on ne peut pas vouloir exercer autant de contrôle sur l'activité des organisations de la société civile, alors qu'on ne les finance pas. Voilà en fait là où se trouve le problème. Vous ne me financez pas. Vous ne contribuez pas à mon fonctionnement. Voilà. Et elles sont non gouvernementales. Donc, elles sont en dehors du gouvernement. Elles sont en dehors du gouvernement. Et moi-même, je ne suis pas d'accord pour que les organisations de la société civile reçoivent des financements publics. Je ne suis pas d'accord. Quand on est non gouvernemental, ça veut dire qu'on a bien réfléchi et avant de décider de se constituer en ONG. C'est après avoir réfléchi qu'on trouve cela. C'est ça. D'autant plus que dans le domaine où on exerce, l'État lui-même a des services déconcentrés et décentralisés pour ça. Par exemple, je vais créer une ONG de développement rural. Ah, mais le développement rural, c'est d'abord les attributions premières des collectivités décentralisées, mairies, conseils régionaux et autres. Donc, quand on veut créer une ONG, il ne faudrait pas qu'on perde de vue qu'on est en marge de l'État. Donc, on ne crée pas une ONG pour compter sur l'État. J'espère avoir répondu à cette question. Maintenant, quant au partage de l'ordonnance, je crois que Mme Balé et Mme vont vous partager l'ordonnance. Si. Bien reçu déjà, merci. Bien reçu. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, en attendant qu'on recueille une autre question, peut-être que l'exposé est trop clair, donc il n'y a pas de question. Monsieur Sémien, il y a la définition de l'ONG même aussi qui pose problème dans l'article 1. Allô? Monsieur Sémien est là? Oui, je suis là. Allez-y, je vous écoute. Oui, je disais que la définition même de l'ONG dans le document pose problème. On met créé par initiative privée de façon permanente en vue d'exercer sur le territoire d'au moins 2 États. Il y a un problème. Et les ONG nationales, qu'est-ce qu'elles deviennent? Bon. ONG. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un problème qu'il faut adresser. Mais dans tous les cas, ce qu'on devra retenir, c'est que cette ordonnance dans l'État a prospéré parce que je pense qu'avant de définir ce que c'est qu'une ONG, il est petit travail dans le domaine des ONG. Je pense qu'avant de
chercher à définir ce qu'on appelle une ONG, Oui. il est peut-être bon de s'adresser à ceux qui travaillent dans le domaine des ONG. Ah, mais Voilà, puisqu'il n'y a cette pas eu de définition, allô? consultation. Cette Oui. définition est partagée par certains, mais ils ont pris la définition qui concerne les ONG dites internationales, c'est-à-dire celles qui ont vraiment une activité grande au-delà d'un seul pays. Voilà. Je ne dirais pas que cette définition est fausse. Elle n'est pas fausse, mais elle ne s'appliquerait pas dans le cadre d'une ordonnance comme celle-là qui est censée réglementer également les activités d'ONG qui n'ont en tout et pour tout qu'un seul pays comme champ d'activité. C'est ça. Voilà. Ou bien les autres seront appelés associations tout court. Alors. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que être une ONG, c'est devenu un luxe. Être une ONG, c'est devenu un luxe. Voilà. Ouais. Être une ONG est devenu un luxe et pour se faire appeler ONG, il faut, comme on le dit, avoir une qui se situe au-delà, n'est-ce pas, pays. Tout le reste. Bon, encore que tout ceci n'est pas terrible, hein. Alors pour nous, tout ceci n'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est plutôt le fait que associations, et comme ils veulent, même juridique des restrictions demeurent le même. C'est ça. C'est Moi, ça. Ok. Moi, j'ai une question Oui, rapide. Michel. Oui. Maintenant, moi, je voulais demander par rapport au thème, qu'est-ce que la diaspora peut faire pour aider? Parce qu'il me semble que c'est un sujet purement national. La diaspora, qu'est-ce que la diaspora doit faire ou bien peut faire? C'est quoi le rôle de la diaspora dans cette ordonnance-là? Bon, M. Sémian va donner son avis tout à l'heure, mais nous estimons que la diaspora s'intéresse à tout ce qui se passe dans le pays. Il est donc bon qu'elle soit informée de ce qui se trame. J'ai dit ce qui se trame parce que pour moi, cette ordonnance est contre la société civile puisqu'elle est restrictive. Donc, si on ne porte pas à votre connaissance tout ce qui est en train de se passer, vous-même, vous ne saurez pas comment vous pouvez aider. Sinon, d'une façon générale, il y a un plaidoyer à faire auprès de l'Assemblée nationale pour ne pas que cette ordonnance soit ratifiée, même si elle est déjà en vigueur. C'est ce que moi je répondrais. Maintenant, je ne sais pas ce que M. Sémian va dire. M. Sémian. Merci beaucoup. La question telle que posée nous inscrit dans la stratégie. Là, on est dans la stratégie. Je voudrais d'abord m'assurer qu'on en a fini avec le point de la compréhension de l'ordonnance avant d'en arriver à ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des préoccupations de l'ordonnance sur sa compréhension? Voilà, si on a fini avec ça, maintenant on va rentrer dans la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire. Voilà. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, je pense que c'est de faire une large diffusion de cette ordonnance et surtout surligner les articles qui sont problématiques, avec un petit narratif à côté. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'aura pas de chance de lire et d'avoir la compréhension telle que nous on l'a. Donc il faut diffuser largement pour que quand l'action va commencer, tout le monde sache que ce n'est pas une question de soutenir telle ou telle autre partie. Parce que dans ce pays, lorsque vous vous opposez à quelque chose, on vous traite facilement de pro-ceci ou de pro-cela. Ça n'a rien à voir. Je suis un acteur de la société civile, c'est mon job, c'est ce que j'ai fait depuis ces dernières années. Allô? Oui, on vous suit. Hein. Allô? On vous entend, voilà. M. Sémian. Et donc, une ordonnance censée réglementer les activités de l'organisation de la société civile, pour moi, c'est une ordonnance qui concerne le cadre de travail dans lequel je m'épanouis depuis près de 20 ans. Et là, ça pose problème. De la même façon, cette ordonnance en l'état ne reconnaît nullement d'utilité quelconque aux associations et aux organisations de la société. Vu comment les choses sont réglementées, qui est-ce qui a dit au gouvernement que le rôle des organisations de la société civile, c'est d'appuyer son action? Ah non, la société civile n'a pas que ça à faire. La société civile a aussi pour mission d'aller à l'encontre du gouvernement et parfois de corriger son action lorsqu'il se trompe. Raison pour laquelle, moi, je m'oppose lorsqu'on dit que le ministre de l'Intérieur est chargé de renforcer les capacités. Alors, comment voulez-vous, vous qui n'êtes pas de la société civile, renforcer les capacités des gens de la société civile? Vous n'êtes pas policier, vous voulez renforcer les capacités des prises de travail. Vous n'êtes pas de tel métier, vous voulez... La société civile, c'est un métier. La société civile, c'est un métier. Et il ne revient pas au ministre de l'Intérieur de renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Ni de contrôler ces activités. Voilà, ni de contrôler. Enfin, il doit comprendre clairement que la société civile a le droit de dire non, d'être aussi une force de proposition et une alternative. Si les gouvernants déconnent, la société civile a le droit de descendre dans la rue. Et si c'est ça qu'on appelle ordre public et autres, tout ça, je suis désolé, c'est que il aurait été mieux d'interdire, n'est-ce pas, la création d'organisations de la société civile. C'est comme ça qu'on s'oppose en réalité. Mais c'est ce qu'ils font indirectement avec l'article 22. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je salue déjà l'initiative qu'a eu à prendre Mme Chéri Balé, dans laquelle nous tous nous sommes, qui consiste à mener une série d'activités pour aboutir in fine à ce que ce test-là ne soit pas validé, ne soit pas approuvé dans l'État.
l'État. Et il ne sera pas approuvé ce texte. Voilà, il ne sera pas approuvé parce qu'il y a tout un travail de plaidoyer à faire. Et on avait même proposé la saisine du rapporteur spécial sur la liberté d'association. Sur la liberté d'association, la foire est en train de fonctionner d'une façon qui n'est pas la façon souhaitée. Pour un État qui est membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour un État qui, qui entretient de manière permanente des jactances de succès et de prouesses économiques, que moi j'appelle des mirages économiques, on peut pas d'un côté dire qu'on a progressé économiquement et de l'autre restreindre l'espace civique et démocratique. Ça ne va pas ensemble. Il faut saisir les Nations Unies, notamment avec ces procédures spéciales, pour crier à l'alerte et que l'espace civique et démocratique est en train, n'est-ce pas, d'être rétréci en Côte d'Ivoire. Voilà. En instrumentalisant la justice. Ok, d'accord. Effectivement. Donc là, Charlène, oui. Nous avons dépassé notre temps d'antenne d'1 minute. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Non, avant de conclure, moi je voulais demander qu'est-ce que vous pouvez dire avant votre mot de fin sur l'actualité présente dans le monde. On va parler. Est-ce que vous pouvez dire moi aussi sur ce qui se passe concernant l'AES et rapidement moi aussi ce qui s'est passé hier avec le président Trump? Bon, sur la question de l'AES, peut-être que cela devrait faire l'objet d'une émission séparée. Cela devrait faire l'objet d'une émission séparée parce que l'avènement de l'AES constitue un tournant décisif dans les relations internationales, surtout les relations internationales à l'africaine. Voilà. Ni pour ni contre, mais analyser signifie à tête reposée et de manière froide comment apprécier l'impact de cette organisation qui, quoi qu'on dise, est déjà là. Hein. Voilà. Donc, on n'en est plus à la question de sa création, elle est déjà là. Quel est l'impact, n'est-ce pas, de cette organisation sur la géopolitique ouest-africaine? Je pense que vous devriez peut-être convoquer notre émission là-dessus. Alors, Charlène, tu as eu un invité. Hein? Voilà, dans la boîte. Merci. Maintenant, et concernant ce qui est arrivé hier au président Trump, quel regard vous jetez là-dessus concernant la démocratie dans le monde, l'entendement de la démocratie dans le monde? Bon, on a tous vu ce qui s'est passé. J'ai pas d'observation particulière. C'est mauvais, c'est un acte qui visait à ôter la vie à quelqu'un, c'est mauvais dans la sphère politique. Mais nous sommes en train de forger une analyse qui est tout autre que je ne voudrais pas révéler maintenant. Alors, donc, sur la question des élections aux États-Unis, il faut plutôt voir qui aurait intérêt ou pas à ce que M. Trump ne soit pas dans la course. C'est au bénéfice de cela qu'on va comprendre un peu quelles auraient été les raisons ou les fondements, n'est-ce pas, de cet acte qui est un acte odieux. Voilà, que pesait M. Trump dans la balance pour que les gens pensent à ça? Est-ce que c'est un acte criminel ou bien est-ce que c'est un acte qui a été favorisé par lui-même dans une mimique dont il pourrait avoir, dans une mise en scène dont il pourrait avoir le secret? On n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment actuellement aux États-Unis? Et c'est quoi nous sommes en train de travailler? Vraiment, c'est très bien répondu. Non, j'ai trop aimé sa réponse parce que non, c'est très bien répondu parce qu'avec les politiciens, on ne sait jamais. On doit s'attendre à tout. Mais au même moment, se prêter à ce jeu-là et tendre son oreille pour recevoir là-bas, je pense pas que Trump aussi vraiment. Mais anyway, on va laisser ça comme ça. Vraiment, merci beaucoup, M. Semien. Après, rien ne nous étonnerait rien ne nous étonnerait après sous le Capitole. Voilà, rien ne nous étonnerait après de la part de quelqu'un qui a orchestré la première résistance populaire américaine sous cette république en tout cas, où des résultats ont été contestés en 2020 tout et tout. Bref, je ne dis pas qu'il a fait, il n'a pas fait, je ne dis pas, mais une chose est sûre, c'est que sa cote de popularité a vraiment grimpé. Voilà, ça au moins on est d'accord sur ça. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, donc Charlène, à ton invité pour l'AES pour la prochaine fois, on en parlait tout à l'heure. Vraiment. Voilà, on verra ensemble si c'est toi qui l'invites ou si c'est moi, mais dans tous les cas, on a notre invité. Il faut l'inviter, pardon, il faut l'inviter. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Seigneur. Merci infiniment. Excellente soirée. Et puis, à bientôt pour une autre émission sur l'AES. D'accord, c'est décidé. À bientôt. Merci. Ok. D'accord. Oui, on va remercier vraiment nos auditeurs et leur dire que par rapport à cette ordonnance, nous avons tenu une conférence de presse au nom d'une centaine d'associations de la société civile. La conférence de presse a eu lieu le jeudi 11 juillet dernier. Je l'ai publiée sur ma page Facebook et YouTube aujourd'hui même. Et nous comptons poursuivre tout ce qu'il faut pour que cette ordonnance ne se transforme pas en loi. Donc nous avons écrit
au président de la République lui-même. Nous avons écrit au président de l'Assemblée nationale et au président des groupes parlementaires avec ampliation aux bailleurs, à tous les bailleurs et aux chancelleries. Voilà. Donc, on espère que ça aura une suite et on va observer les 2 semaines qui viennent comment ils vont réagir à cela et on va décider de la suite. Toujours est-il que la société civile n'a pas l'intention de se laisser bâillonner, de se laisser brider et bon, nous tous on va voir. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et je rappelle que le 18 juillet prochain, il y aura aussi une conférence de presse sur les résultats de la synthèse de la journée de consultation populaire que nous avons faite pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2025. Donc vraiment, bonne suite du mois de juillet. Il nous reste encore 2 semaines. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos projets et puis rendez-vous le premier dimanche du mois d'août. Voilà. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Piché. Merci. Merci. Goodbye. Participer dans la vie.